Pour moi, il n'y a pas forcément une méthode meilleure que l'autre, mais là où la réussite peut être influencée, c'est le type de produit que tu as. Lorsque tu as un produit high-tech, par exemple comme de la VR, ça nécessite beaucoup de coûts. Même si comparativement à la solution réelle qui est le labo, qui a plusieurs millions ou milliards, vous avez une solution moins chère, quand même, la façon avec laquelle vous allez aborder le marché avec un produit trop high-tech va faire en sorte que la barrière d'acquisition sera grande. Donc, l'erreur, je dirais, entre guillemets, qui peut être faite sur ce genre de produit comme OnLabs là, c'est d'aller sur du high-tech très tôt. Ok. C'est-à-dire que la bonne démarche, ça c'est a posteriori, hein, quand tu es dans le truc, tu ne penses pas comme ça forcément. La bonne démarche, ça aurait été, ok, on veut régler le problème de l'éducation scientifique par le manque de labos. Quelle est la solution la plus low, moins chère, low-tech, acquisition facile, maintenance facile, pour pouvoir pallier à ce manque-là? Salam Ziar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Habib Sal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui mon cher Abdou-Khadir Diop, consultant tech. Abdou-Khadir, bienvenue au Cercle d'Influence Podcast. Bonjour Habib, bonjour à tous les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on pourra aussi beaucoup discuter aujourd'hui. Le plaisir pour moi, en tout cas, merci beaucoup de ton précieux temps que tu nous consacres aujourd'hui pour discuter de ton domaine, que ce soit l'informatique, big data, l'intelligence artificielle, les large language models et autres. En tout cas, j'ai hâte d'apprendre et je pense que les gens qui nous écoutent aussi vont apprendre beaucoup de cette discussion. D'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton enfance, puis après de ton parcours académique et professionnel avant qu'on entre dans le vif du sujet? Bon, si je dois parler de mon enfance, il faut déjà que je commence par où j'ai grandi. Donc, beaucoup Ouais, l'ont remarqué. Je m'appelle Diop, donc je suis sénégalais. Mais par contre, du côté de l'accent, j'ai un accent qui n'est pas vraiment sénégalais typique. ok, Donc, explique. donc j'ai pas grandi au Sénégal, j'ai grandi au Gabon. Et c'est pour Hmm, mes études supérieures que je suis arrivé au Sénégal. Donc, ok, ensuite, on va dire que la tech, c'est quelque chose que je voulais faire, mais je ne connaissais pas vraiment les métiers. Étant hmm, enfant, voilà, manipuler des ordinateurs, aller au cybercafé, se connecter en Encarta, à des sites internet, les mini-jeux, tout ça. Pendant l'enfance, je savais que je voulais faire un métier avec des ordinateurs, mais concrètement quoi, ça, je n'avais aucune idée. Et c'est par la suite que j'ai choisi certaines branches dont on pourra parler. Et je ne suis pas forcément aussi fixé sur une seule technologie, mais j'essaie d'avoir une vue assez large et de voir ce qu'on peut faire avec carrément. ah, c'est super. Et pourquoi tu étais au Gabon? C'est parce que tes parents étaient installés là-bas, c'est ça? Oui, effectivement, mes parents étaient installés au Gabon. Donc j'y suis Ok, né, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans à peu près ah oui, super, super. Et du là-bas. coup, tu es revenu au Sénégal pour faire tes études supérieures à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Oui, c'est ça. Effectivement, je suis revenu au Sénégal à mes, je pense, 18, 19 ans à peu près. Et j'ai pu faire mes études à l'École supérieure polytechnique de Dakar que j'ai fini en 2019. Ouais, tu me disais que ton expérience à l'école supérieure polytechnique, c'était très compliqué parce que tu étais à la fois étudiant et entrepreneur et que c'était vraiment difficile d'allier les deux. Est-ce que tu peux parler de cette expérience, comment ça a été? Et tu me disais qu'aussi à la suite de ton retour d'expérience et de tes camarades de classe, il y a un nouveau statut, une nouvelle manière de faire qui a été ajoutée qui fait que parfois il y a les statuts entrepreneur étudiant avec des cours allégés qui permettent à ces entrepreneurs-là, étudiants, de pouvoir allier les deux sans aucune contrainte particulière sur leur parcours, quoi. Bon, déjà, j'aimerais rendre un hommage à Ndiaga Ndiaye, Yann Soussèdou-Kom, qui a fait un effort énorme pour justement les étudiants entrepreneurs. À mon époque, à l'école supérieure polytechnique, il y avait, on va dire, trois projets phares. L'un dans l'agriculture avec, avec Tolbi, l'un dans le transport avec Sunubus, qui est par la suite devenu Wigo, et le troisième, le mien, que je gérais avec OnLabs, donc sur la VR et l'éducation. Ces trois projets-là, c'était des projets étudiants.
donc de deuxième, de troisième année. Et la difficulté, en fait, c'est que les textes de l'école supérieure polytechnique ne permettent pas vraiment d'être dédiés à autre chose, de faire autre chose à l'extérieur de l'école. Par exemple, Ok. il y a une règle qui dit que lorsqu'on a 24 heures d'absence sur une unité d'études, donc un ensemble de matières, on n'a pas le droit de passer des examens. Donc, Ok. beaucoup d'étudiants entrepreneurs se retrouvaient dans cette situation parce qu'il n'y a pas un statut qui leur permettait de faire quelque chose à l'extérieur. Mais quand même, il y avait des opportunités. Donc, on était obligé en fait de trouver les moyens de pouvoir voilà, faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, par exemple, Wigo et Sonobus, c'est des projets qui ont continué. Wigo, par exemple, au Maroc, ils sont implantés au Maroc aujourd'hui. Et Ah ouais, ça c'est Tolbi, cool. oui, et Tolbi, en fait, travaille, par exemple, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, on pourra peut-être parler de ces projets après. Mais il y a eu une transformation du statut. Et d'ailleurs, beaucoup d'étudiants ont souffert de ce problème de statut-là et ont dû redoubler. Moi, j'ai eu la chance de ne pas redoubler quand même. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment, je pense que ça, c'est une belle chose à saluer. Je sais qu'ici en France, il y a aussi des trucs d'alternance ou d'aide, des crédits d'impôt à la recherche. Il y a pas mal de systèmes, en tout cas, qui sont établis pour aider les entrepreneurs, étudiants, les startups. Et je pense que c'est bien que ce modèle soit dupliqué dans notre cher pays, quoi. Je pense que les jeunes, ils ont beaucoup de potentiel. Et du coup, le projet dont tu parlais là, c'était accentué sur l'éducation, c'est bien ça? Est-ce que tu peux entrer en détail sur le principe et le problème que tu cherchais à résoudre avec ce projet? Bon, le projet est né en 2017. J'étais, je pense, en deuxième ou troisième année, si je me souviens bien. Et ce dont on avait besoin, c'était quoi? Bon, on est parti d'un constat assez simple. C'était que des étudiants qui ont des bacs scientifiques au lycée, voilà, qui ont choisi des sections scientifiques, que ce soit S1, S2, S3, beaucoup n'avaient pas accès à un laboratoire de physique-chimie. Donc, ils n'avaient pas vraiment, on va dire, la pratique scientifique de ces matières-là, mais plutôt une théorie avec beaucoup d'écriture, beaucoup de schémas. Alors que la pratique permettrait d'avoir un certain attrait et de comprendre mieux les choses. Donc, à partir de ce moment-là, il faut chercher des solutions. Et l'une des solutions qu'on a trouvées à cette époque, c'était d'utiliser la réalité virtuelle pour simuler un laboratoire scientifique. Ah On, ouais, ok. on a été beaucoup plébiscité avec plein de concours sur ça. Mais vraiment, c'était OK, on a tout un laboratoire. Maintenant, comment on peut le faire pour le mettre dans un petit objet qu'on met sur le visage? Oui, Et là, ouais. on a accès à tout le laboratoire, les expériences et C'est un tout ce peu qui est au comme programme. une solution augmented realities, quoi, avec des lunettes qui te permettent de voir et de vivre l'expérience en temps réel, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, super, super. Et après tes études supérieures, je sais que tu es passé à MedTech, en Labs, et tu as fait pas mal de projets. Est-ce que tu peux en fait, décrire rapidement ces différents projets et l'impact que ça a eu sur l'écosystème entrepreneurial et surtout sur la partie informatique et analyse de données? Je pense que l'un des sujets phares aujourd'hui dans notre époque, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on aura le temps d'en parler après, mais je te laisse d'abord continuer sur ton parcours professionnel et tout ce que tu as eu à faire sur ce sujet-là, sur ce domaine-là. Bon, déjà, en fait, du côté de l'intelligence artificielle, pourquoi c'est quelque chose auquel je touche aujourd'hui? C'est parce que, en fait, dans mon master, c'était un master bidiscipline. Donc, il y avait une partie de jeux vidéo et aussi une partie de data. Donc, tout ce qui est machine learning, tout ce qui est analyse de données, tout ce qui est traitement, etc. Donc, on faisait ces modules-là. Par contre, côté entrepreneuriat, j'ai commencé par le jeu vidéo. Mais bon, on a fait le tour du projet, on va dire. On a fait ce qu'on avait à faire. On a créé une solution en plusieurs versions avec la réalité virtuelle. Bon, on a par contre peiné à trouver un product market fit. Donc, on n'a pas pu adapter notre produit au marché malgré les différentes évolutions. Et bon, là, il fallait passer à autre chose. Peut-être qu'on pourra parler de ça après. Bon, par la suite, en fait, j'ai eu des opportunités dans le développement logiciel avec MedTech. Et on a travaillé dans voilà, sur 3 continents. On a développé plusieurs solutions, je dirais une vingtaine en fait, avec une dizaine, une quinzaine de clients. Bon, les solutions, ça partait de la plateforme d'échange de sneakers américaine
à une plateforme de ticketing en Côte d'Ivoire, au Sénégal à des solutions de linge à domicile. Donc vraiment, sur cette partie-là, j'ai vraiment touché à beaucoup de choses. Et on va dire la partie intelligence artificielle maintenant, elle intervient plutôt du côté de la formation. Du côté de la formation, j'ai eu à faire aussi des choses, hein. Former du personnel d'entreprise, par exemple à la prise en compte des problématiques des data science. Par la suite, utiliser des plateformes cloud. Et aujourd'hui, je partage aussi mon expérience à l'université Cheikh Hamidou Kane en termes de cloud, en termes de systèmes intelligents et aussi voilà, pour d'autres disciplines technologiques. Donc, si je dois brosser les trois technologies touchées, c'est ça. Super, super. Tu as parlé d'un truc assez important tout à l'heure, c'est que tu disais que vous n'avez pas réussi à intégrer votre minimum viable product sur le marché, quoi. Et que, bon, ça veut dire que quelque part, le projet ou la solution que vous avez imaginée n'a pas pu se refléter réellement sur le terrain. Est-ce que tu peux parler de ça? Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire quand il s'agit de développer un projet ou un produit. Comme tu connais, hein, il y a la méthode de gestion de projet normale et il y a aussi la méthode agile où au lieu de construire une pierre en un seul coup, tu construis des petits blocs. Comme ça, à la fin, tu peux rassembler tous les différents éléments et fabriquer une pièce complète, quoi, et ajuster au fur et à mesure. Et je pense que dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y en a qui commencent avec, en allant vers le client pour recueillir leurs besoins et attentes et faire un minimum viable product qui après va être étudié, analysé et voir si on pourra transformer ça en produit market viable et qu'on peut commercialiser et rentabiliser. Et il y en a qui préfèrent faire l'inverse, quoi, qui commencent d'abord par mettre un truc sur le marché et puis recueillir les retours des gens avant de modifier ou d'ajuster. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience où il y avait un décalage entre ce que vous aviez imaginé et la réalité du terrain? En fait, justement, ça, c'est l'une des problématiques auxquelles les entrepreneurs débutants vont toujours être confrontés. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, soit on commence d'abord par aller vers le client et à construire le produit en fonction de ce qu'on a. Parfois aussi, c'est voilà, c'est une bonne chose, hein, c'est pas forcément mauvais. Et la seconde méthode, c'est de construire son produit, de le tester et ensuite de recueillir les retours. Pour moi, il n'y a pas forcément une méthode meilleure que l'autre, mais là où la réussite peut être influencée, c'est le type de produit que tu as. Lorsque tu as un produit high-tech, par exemple, comme de la VR, ça nécessite beaucoup de coûts. Même si comparativement à la solution réelle qui est le labo, qui a plusieurs millions ou milliards, vous avez une solution moins chère. Quand même, la façon avec laquelle vous allez aborder le marché avec un produit trop high-tech va faire en sorte que la barrière d'acquisition sera grande. Donc, l'erreur, je dirais, entre guillemets, qui peut être faite sur ce genre de produit comme OnLabs là, c'est d'aller sur du high-tech très tôt. Ok. C'est-à-dire que la bonne démarche, ça c'est a posteriori, hein, quand tu es dans le truc, tu ne penses pas comme ça forcément. La bonne démarche, ça aurait été, ok, on veut régler le problème de l'éducation scientifique par le manque de labos. Quelle est la solution la plus low, moins chère, low-tech, acquisition facile, maintenance facile, pour pouvoir pallier à ce manque-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est là où un entrepreneur expérimenté va essayer de faire la chose la moins compliquée possible en termes de Ouais. construction et la plus facilement bon, prenable par le marché. Donc lui va raisonner comme ça. Alors que l'entrepreneur débutant, lui va se dire, OK, on va faire la chose la plus compliquée, la plus difficile, et par la suite, même si ça ne marche pas, on pourra toujours descendre d'un cran. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a d'abord commencé par la réalité virtuelle. Ensuite, vu que la barrière d'acquisition avec les casques, même si leur coût a diminué au fur et à mesure des années, était devenu plus accessible, on est parti vraiment sur la réalité augmentée par la suite. Donc pour te dire, on était d'abord sur une tech chère avec les casques et ensuite on est passé à des cahiers. Ok. Donc tu vois la différence. Et le cahier, Ouais, il était... déjà, ouais. Oui, je comprends. Je pense que je regardais un interview d'Elon Musk l'autre jour. Il disait que le problème des ingénieurs, c'est que parfois,
en fait, on a cette envie d'améliorer, de faire mieux, mais la vraie question, c'est, en fait, on devrait se concentrer sur qu'est-ce qu'il faut faire. La question à savoir qu'est-ce qu'il faut faire est plus importante de qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que imagine si tu passes ton temps à améliorer quelque chose qui, derrière, n'apporte aucune valeur ajoutée, ça aurait été mieux que tu focalises ce temps-là sur quel est l'élément essentiel sur lequel concentrer et puis faire ce travail sur cet élément-là. Et je pense que c'est pour ça que parfois on dit que le quoi est plus important que le comment, parce que le comment, tu peux passer toute une vie pour expliquer, pour essayer de comprendre le comment. Mais si tu appliques le comment là sur le mauvais pourquoi, ça donnera tout le temps du mauvais résultat, tu vois un peu. Et je pense que ça explique un peu ce que tu dis de manière résumée, quoi. Ouais, et puis, tu vois, c'est par exemple, la vraie question, c'est entre deux solutions que tu fais une solution A, une solution B, l'une est simple à mettre en place, l'autre est plus difficile. Quelle est celle qui a le plus d'impact pour le moins de difficultés? Ouais, 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 Et une ouais. fois que tu touches cet impact avec moins de difficultés, ton client, ton marché va plus facilement adopter ta solution. Plutôt que quelque chose de très difficile à mettre en place de ton côté et qui a quand même un impact, on va dire, peut-être équivalent à quelque chose de moins compliqué à faire. Donc, le choix de technicien, ce sera d'aller vers la difficulté parce que justement, on a parfois cet ego Ah personnel-là. oui, c'est ça. On va Voilà. régler et résoudre les problèmes les plus C'est complexes, ça. alors que parfois la On résout solution, des elle est choses terre à hyper terre. complexes, alors que, en réalité, pour le commun des gens, c'est pas leur sujet, en fait. Le commun des gens, c'est quel impact. Ouais. En même temps, comme tu disais, hein, du genre, les choses les plus complexes, quand tu les décortiques, tu peux les réduire en quelque chose de simple, quoi. Et je pense que c'est important. Mais c'est vraiment fascinant. En même temps, je suis d'accord que c'est pas facile de trouver le juste équilibre. C'est un peu le problème de toutes les entreprises, quoi. Comment trouver la juste qualité? Parce que c'est facile de faire de la sous-qualité, mais en même temps, quand tu fais de la surqualité, tu es en train de t'ajouter des coûts supplémentaires qui n'ont aucune utilité ou qui n'ont pas besoin d'aide parce que tout simplement, ça sert pas à grand-chose. Par exemple, si tu prends un véhicule, la fonction principale d'un véhicule, c'est de vous déplacer d'un point A à un point B. Maintenant, oui, tu peux ajouter le confort, tu peux ajouter tout ce que tu veux, mais il y a certains éléments, franchement, ça n'apporte pas une satisfaction complémentaire chez l'utilisateur. Même si à l'entreprise, ça va être un coût supplémentaire, alors que pratiquement, ce n'était pas nécessaire, quoi. Mais c'est fascinant, ce genre de questions. Même dans la vie de tous les jours, hein, parfois, on est confronté à des choix où on ne sait pas quelle est la meilleure solution ou le meilleur choix à prendre, quoi. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler de big data? Je sais que au Sénégal, je sais que surtout en Afrique, il y a une augmentation du volume de données qui sont générées surtout avec l'arrivée le continent maintenant, il est très connecté, on a de l'Internet haut débit. Si je ne me trompe pas, même j'avais vu des statistiques disant qu'il y a plus de téléphones connectés en Afrique que de population, que de personnes, pour dire qu'on est vraiment connecté et que derrière, ça génère des données. Surtout qu'on est dans un système où presque toutes les solutions de paiement sont agrégées et regroupées dans des solutions de portefeuille numérique comme Wave ou Orange Money et autres, ce qui génère aussi derrière beaucoup de données. Et ces données-là peuvent servir que ce soit à créer des LMM, des Large Language Models ou des systèmes d'intelligence artificielle. Comment tu vois l'écosystème africain? Comment ces données sont traitées? Est-ce que tu penses qu'on a une autonomie de data center? Je sais que bon, en Afrique, on en manque quand même des data centers. La majeure partie de nos systèmes de cloud sont en fait donnés à des services étrangers, que ce soit Amazon Web Services ou autres, ou OVH et autres. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces sujets-là? Comment on peut vraiment améliorer notre développement et être au taguet de ce sujet, surtout avec toutes les données générées? Bon, euh, je vais déjà aborder la chose d'un petit angle. C'est qu'il y a quelques jours, j'ai vu que le ministre du numérique annonçait que la TVA sur le numérique entrait en vigueur en septembre, je crois, a généré Ok. environ 1 milliard en Ah 2024. ouais, ok. Donc, C'est quoi, 1 c'est milliard. quoi cette TVA sur le numérique? C'est quoi exactement?
En gros, avant cette TVA sur le numérique, tu vas sur un service comme Google Cloud Service ou bien AWS, tu paies ton serveur chaque mois, mais la TVA ne t'était pas facturée parce que AWS n'avait pas de lien avec ton gouvernement pour leur reverser cette TVA de 17%, de 18%. Donc la TVA sur le numérique, c'est que le Sénégalais qui achète aujourd'hui un service sur AWS, par exemple, cette TVA lui est prélevée et est reversée à l'État sénégalais. Ok, je vois. Super. Donc, si en quelques mois à peine, le gouvernement a pu avoir 1 milliard sur la TVA sur les services numériques, ça veut dire que potentiellement, le Sénégal, en quelques mois, dépense environ, si je fais un calcul simple, on va dire 5 fois plus, donc 5 milliards en quelques mois. Donc, si c'était en 3 mois à partir de septembre, ça veut dire que les services numériques extérieurs, c'est à peu près 20 milliards par an. Ouais. Donc, ces services numériques, bon, moi, je considère que AWS et Google et Azure, c'est les services les plus gros qui génèrent beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il y a un besoin au Sénégal sur ces services d'hébergement en ligne-là. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que du côté de la science des données, donc tout ce qui est machine learning, tout ce qui est LLM, il y a une règle simple, c'est garbage in, garbage out. Okay. Donc, la qualité des données est très importante pour des systèmes d'intelligence artificielle. Sans les données, on n'a rien du tout. On ne peut pas entraîner un système intelligent sans une base de données, sans beaucoup de données d'ailleurs. Plus vous aurez une quantité de données énorme, avec une très bonne qualité, plus votre système sera très bon. Maintenant, il faut 3 choses pour faire de l'IA, peut-être 4. Il faut déjà des données, comme je disais. Okay. Il faut un objectif clair et il faut l'expertise. Donc l'expertise, c'est les gens qui maîtrisent bien les algorithmes, les machine learning engineers, les data scientists, les spécialistes en data qui nettoient, etc., etc. Les mathématiciens aussi et les informaticiens qui gèrent l'infra. Donc les données, l'objectif et l'expertise. Okay. Je trouve que sur les données, on a un grand retard. Par exemple, j'ai un ami qui faisait un système de traduction Wolof anglais à une certaine époque et il n'avait pas de jeu de données. Donc, il a dû créer une plateforme web pour créer son propre jeu de données afin de faire de la traduction. Donc, je le salue au passage. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne pense pas qu'il aime ce genre de choses. Oui, donc, mais je pense que aussi c'est le même problème aussi avec l'analyse, avec l'agence statistique des données là, qui a du mal aussi à générer et à faire des études de marché fiables, quoi. Je pense que moi, en tout cas, j'ai pas mal d'amis qui étaient ici en France. Quand ils sont venus au Sénégal, le problème principal qu'ils avaient rencontré, c'était l'absence en fait de données fiables centralisées pour en fait confirmer ce que tu viens de dire. Bon, en fait, déjà, moi, je pense que l'ANSD, je ne vais pas trop les blâmer sur ça, mais je pense que ce n'est pas leur vocation. Peut-être si on modifie leur statut, mais ce n'est pas une agence sur les données, c'est une agence sur les statistiques. Mais pour faire des statistiques, tu as besoin des données, non? Il faut des données. C'est l'intérêt principal. C'est les données d'intérêt principal. Mais justement, ils peuvent nous donner les résultats sur les données, mais ils ne sont pas obligés de nous donner les données. Tu vois la différence? C'est-à-dire, on peut avoir des insights. Je comprends ton point de vue, mais dans un processus normal, quand on dit un processus, ça veut dire qu'il y a des données d'entrée qui entrent dans une moulinette pour donner des données de sortie. Et du coup, avec l'ANSD, la donnée de sortie, c'est les statistiques qu'ils vont partager. Mais derrière, qui est en charge de collecter ces données-là, c'est pas dans la même agence ou c'est une entreprise externe qui va charger ces données? Non, c'est eux qui collectent les données. Mais justement, en tant que data scientist, par exemple, moi, je n'ai pas besoin de leur sortie. Moi, j'ai besoin de leurs entrées pour faire de l'intelligence artificielle. Oui, je suis d'accord. Ça, ce point, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Maintenant, le truc, c'est, est-ce qu'ils ont, le droit de donner les données? Est-ce qu'ils en ont la capacité? Parce qu'il y a un travail à faire en amont avant de les donner. Tu ne vas pas donner l'identité des gens, par exemple, sur ton GBD. Oui, il y a une confidentialité, une protection. Il y a une confidentialité. Il y a plein d'éléments autour qui font en sorte que peut-être que ce n'est pas la machine pour faire ce genre de choses. Maintenant, il faut une mutation parce qu'on en a vraiment besoin. Du côté de l'IA, j'avais oublié un dernier point. Donc, j'avais donné les données, j'avais donné l'objectif, j'avais donné l'expertise. Et le quatrième, c'est la puissance de calcul. OK. Donc, du côté de la puissance de calcul, paradoxalement, on a la puissance de calcul, mais le truc, c'est que on a abordé le cloud et les data centers de la mauvaise manière pour moi. Vas-y, développe.
Pourquoi je dis qu'on a abordé de la mauvaise manière? C'est qu'on a pris les data centers comme étant une infrastructure physique. C'est-à-dire, on vient, on implante des machines, on les connecte, on les alimente en énergie, et puis on a un data center. Moi, je dirais que ça, c'est 20% du travail. La réelle problématique, c'est vraiment d'avoir des outils en termes de logiciels qui peuvent permettre de faire du cloud de façon propriétaire. Et si tu remarques, par exemple, le ministère du numérique, je pense qu'ils ont signé un MOU avec Google. C'est parce que justement, tu peux avoir l'infra, tu peux avoir les ordinateurs, mais tant que tu n'as pas les logiciels qui font tourner cette infrastructure-là, tu n'es pas performant. Et ça, avec tous les domaines de la tech. Mais pour les néophytes comme moi, là, qui connaissent pas grand-chose, qui connaissent pas grand-chose dans le domaine, quand tu dis le logiciel, c'est quoi exactement le logiciel? En fait, c'est comme avec ton ordinateur ou ton téléphone. Ok. Quand tu as, par exemple, ton ordinateur, tu as un disque dur, tu as un clavier, tu as une souris, tu as une caméra, tu as un écran. Hmm. Mais Mais t'as un par contre, processeur qui... Ok, ok. il faut le logiciel qui fait tourner tout ça et qui rend ta navigation Internet facile. Oui, Il la faut plateforme Windows en fait. d'interface, quoi. C'est Windows, ouais. Ok. Ou, Voilà. ok. Windows, ok. Il faut Windows et sur ce Windows-là, il faut des services. Il faut par exemple un Ok. service qui te permette d'aller sur Internet. Il faut un Ok. service qui permette de jouer aux jeux vidéo. Il faut un Ok. service pour allumer les caméras. Et c'est ça le cloud en fait. C'est la partie service d'un data center. Et c'est là où on a Ok. du retard, mais vraiment un retard énorme. Mais pourquoi ce retard? Parce que justement, on n'a pas vu ça comme étant un service. On a vu ça comme étant une infrastructure. Ok, c'est une erreur de stratégie et de positionnement, quoi. Voilà, on voit ça comme une infra, on met plusieurs milliards, on construit un bâtiment, on met des ordinateurs à l'intérieur, mais la chose la plus importante, paradoxalement, et qui rapporte plus de valeur d'ailleurs, c'est le service qui tourne. C'est pas Et l'infrastructure en ça, elle-même. ça rejoint ton point de départ sur l'objectif, parce que derrière l'objectif, il était mal défini. Alors, il était mal défini, quoi, je pense. Parce que tu disais que, bon, les données, oui, mais l'objectif, tu disais que si on n'a pas un objectif spécifique, mesurable, clair, réalisable, et qui est réaliste dans le temps, de toute façon, même si on met l'aspect physique et matériel, on va, en fait, on va cogner le mur, quoi, en quelque sorte. Oui, on va cogner le mur et puis on va dépenser beaucoup d'argent sans avoir de réelle value, à part de la value, on va dire bon, je dirais pas d'autorité, mais c'est un plaisir personnel d'avoir un data center physique. Mais après, pour un technicien, ok, c'est physique, quoi. Ça s'arrête là. Ok. Si on prend le data center qui a été inauguré au Sénégal récemment, il y a quelques mois, là, donc pour l'instant, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée qui est ajoutée par ce service ou pour l'instant, ils sont toujours dans la phase exploitation et recherche de solutions pérennes? Bon, il y a le data center du ministère, pardon, je dirais plutôt le supercalculateur. Il y a deux choses, le supercalculateur et le data center. Il faut différencier. Ok, Le ministère, par exemple, de l'enseignement supérieur a un supercalculateur. Ce supercalculateur-là, je trouve qu'il apporte de la valeur. Pourquoi? Parce que des chercheurs qui travaillaient en météorologie, pour les sols, pour l'hydrographie, des choses comme ça, ont de la puissance de calcul à leur disponibilité. C'est-à-dire ils font la demande au centre de calcul pour leur allouer une puissance et ils arrivent à faire des calculs sur ces choses-là. Par exemple, tout ce qui est hydraulique, on fait des calculs dessus. Maintenant, la deuxième partie, c'est le data center, centre de données, hébergement, tout ça. Et là, je trouve qu'on n'a pas de valeur. Et c'est ça qu'ils essaient de régler en signant un mémorandum avec Google pour que Google prenne ces services, parce que c'est leur expertise, et qu'on puisse installer ces services sur nos data centers physiques. Sauf que le problème, c'est que la législation n'est pas encore prête, en fait. ok, La législation est en retard au Sénégal sur tout ce qui est cloud et données personnelles. Données personnelles un peu plus, mais le cloud, c'est problématique. Par exemple, si tu regardes le Cloud Act des Français et de l'Union européenne, tu vois qu'ils ont essayé de remédier à ces soucis-là parce ils ont fait la même démarche que nous. Ils ont d'abord construit les data centers et après, ils ont essayé de mettre des logiciels dedans. Sauf qu'en local, ok, il n'y avait personne. Et donc, ok. OVH a dû travailler avec Microsoft pour proposer des services à l'intérieur. Donc, nous, on essaie de travailler avec Google pour mettre des services à l'intérieur, mais ça reste quand même problématique. Ok, je vois un peu l'idée. Mais alors, si on a les données et qu'on a du mal à les exploiter,
Donc derrière, on a, donc nous, en tout cas, dans notre cas, nous, l'Afrique ou le Sénégal, on peut même pas parler de l'intelligence artificielle parce que déjà les données, on n'arrive pas à les exploiter comme il faudrait. En fait, il faut distinguer deux choses. Ok, Là, c'est l'approche gouvernementale. ok, Mais il y a des gens qui font des choses justement parce que, voilà, parce qu'ils aiment ça, sans le gouvernement. Par exemple, Galsen AI, il suffit d'aller sur leur Hugging Face. Hugging Face, c'est une plateforme de partage de modèles d'IA. Galsen AI fait des choses énormes en termes d'intelligence artificielle, malgré tout. Par comme exemple, quoi. les jeux de données français, plutôt Wolof anglais ou français Wolof, les modèles qui font de la transcription du français vers le Wolof ou bien qui font de la voix Wolof, c'est beaucoup de gens de Galsen AI qui travaillent dessus. Donc il y a déjà des modèles qui existent qui permettent de faire de cette transition-là. Et eux, ils ont dû créer ces jeux de données qui n'existaient pas. Donc vu que Ok, les jeux de données n'existaient pas et n'étaient pas fournis par le gouvernement, eux, ils se sont mis à collecter ces données-là de leur côté et ils ont commencé à créer des modèles sur ça. Donc c'est grâce à ça ouais, qu'on réussit à avoir quelques avancées, comme les modèles qui parlent Wolof que tu vois, comme ouais. les intelligences artificielles vocales qui parlent Wolof, etc. Ok, je vois. Donc, ce sont ces petites initiatives locales, à la fois privées et publiques, qui peuvent en fait, sur le long terme, générer une valeur ajoutée et qui va nous permettre d'être dans une bonne position pour pouvoir en fait explorer et surtout atteindre notre potentiel sur l'intelligence artificielle, quoi. Mais de manière générale, à l'état actuel des choses, si on prend l'Afrique, je sais que, il y a quelques semaines ici en France, il y avait eu un séminaire organisé par Emmanuel Macron et il a invité les Américains, les Indiens et les Chinois et d'autres grandes puissances pour aborder les sujets de l'intelligence artificielle et quels sont les verrous ou les législations qu'on pourrait mettre en place pour s'assurer que ce nouveau domaine puisse être développé dans de bonnes conditions sans pour autant mettre en danger notre civilisation ou l'existence humaine sur cette planète, parce que je sais qu'il y a une certaine crainte qui existe sur surtout sur le robotique, sur l'usage de ces données-là, l'usage de ces données-là et comment il peut impacter notre civilisation. Et toi, est-ce que tu as des craintes sur l'intelligence artificielle? Est-ce que l'Afrique peut arriver un jour à se démarquer et surtout à l'utiliser à sa manière, quoi, pour se développer et servir son propre intérêt? Bon, moi je pense que déjà, on peut arriver à cette étape-là, mais il faudrait aborder la chose centrée sur nos problèmes à nous. Ouais, C'est- on va prendre l'exemple du mobile banking en fait. Aujourd'hui, l'Afrique est leader en termes de mobile banking. Justement pourquoi? Parce que la bancarisation classique avec les comptes bancaires, les cartes de crédit, etc., était très difficile d'accès. Donc, des gens ont créé du mobile banking, d'abord en Afrique de l'Est, et aujourd'hui, beaucoup de paiements sont faits au Sénégal par Wave ou Orange Money. Donc, ouais, aborder la technologie sur nos problèmes à nous, c'est ça qui peut nous faire démarquer par rapport aux autres. Parce que les autres travaillent sur leurs problématiques à eux. ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, après, c'est ça. comment on déroule ça, c'est là où est la réelle difficulté. Mais je pense que c'est possible quand même d'atteindre. Et il faut aussi savoir que l'intelligence artificielle, c'est très large. C'est-à-dire, c'est juste le fait de rendre un système intelligent. Maintenant, le moyen ou bien le domaine, il y en a plein. Donc, on peut faire des choses sur le visuel, on peut faire des choses sur la parole, sur la traduction, on peut faire des choses sur le contrôle, par exemple, de robots, le contrôle d'objets connectés, la prédiction sur tel ou tel phénomène. Donc, c'est vraiment très, très large. Et dans, et dans tout ce sac de petits problèmes-là qu'on peut avoir, en fait, il faudra trouver des choses qui ont un réel impact économique sur nous, surtout économique. Mm, mm. Et oui, et je pense que le sujet qui vient aussi avec l'intelligence artificielle, c'est la notion de l'emploi et de l'employabilité. Parce que comme tu dis, si on rend un système assez intelligent, du genre, on parle là d'un niveau d'intelligence assez élevé, quoi. Par exemple, là, je voyais l'autre jour sur un documentaire que une fois qu'une intelligence artificielle est lancée, le niveau en fait de multiplication, elle est
il est exponentiel. Disons, en une journée, l'intelligence artificielle peut en fait s'auto-éduquer et apprendre des choses qui, 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 pour un être humain, ça lui aurait pris peut-être un centenaire, quoi, ou même des centaines d'années. Et du coup, le niveau d'intelligence et la rapidité d'auto-apprentissage, elle est sans équivoque exceptionnelle, quoi. Et du coup, pour une personne, je sais que là, en Europe et aux États-Unis, il y a par exemple certains métiers qui sont menacés. Par exemple, là, un chat GPT peut te faire un résumé complet d'un certain document, peut te faire la traduction et la transcription. Et même nous, dans le cadre de nos activités professionnelles, quand on fait des réunions sur Teams, maintenant, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un traducteur. Tu peux faire ça avec la transcription automatique, avec l'intelligence artificielle. Et même surtout sur beaucoup de domaines, je sais que dans l'avenir, ce seront des domaines qui sont menacés. Quel est ton avis sur le sujet, sur le rapport entre l'intelligence artificielle, l'employabilité, la notion de travail et les changements potentiels qui pourront venir sur ce sujet-là? Bon, je pense que déjà, si l'intelligence artificielle a une réelle valeur en termes d'impact sur le travail, elle va pas forcément remplacer les gens, mais elle va diminuer leur utilité. Une chose est sûre. Si elle a un réel impact. C'est pas la même chose parce que tu dis Elle va on diminue diminuer. ton utilité. Pourquoi je dis diminuer leur utilité? C'est parce que Euh, je prends l'exemple en fait des années 1900, au début des années 1900 en Europe, bon, disons entre 1800 et 1900, révolution industrielle, on invente la machine à vapeur. Là où l'agriculture était quelque chose qu'on faisait avec des animaux, on avait un cheval qui pouvait, etc. On avait besoin de plein de gens pour récolter. On invente des machines qui remplacent le travail. Bon, disons qu'une machine remplace le travail de 20 personnes. En fait, c'est à peu près la même chose pour moi avec l'intelligence artificielle. Là où on avait besoin, par exemple, d'équipes de 5 personnes, on aura peut-être besoin d'équipes de 2 ou 3 personnes, parce qu'on aura une intelligence artificielle qui va appuyer le travail des gens. Mais pour moi, l'humain ne va jamais être remplacé. non, Par ça, contre, on est d'accord. Mais si on analyse sur l'échelle économique, par exemple, si on passe de 10 employés à 2 employés, économiquement parlant, ça veut dire que les 8 personnes là, qui ont perdu leur travail, ils deviennent une charge sociale, il- en quelque sorte. oui, effectivement, ils deviennent une charge sociale. Maintenant, c'est là où je voulais en venir. Le vrai Ok, problème, c'est ces gens qui pourront être remplacés, entre guillemets, quand la technologie sera assez mature, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que de c'est nouveaux ça métiers vont se créer sur les points où l'intelligence artificielle ne pourra pas intervenir? Ou bien est-ce que ces gens seront... Parce que le problème aussi, c'est que si ces gens se retrouvent, par exemple, au chômage, ces gens n'auront pas de travail. S'ils n'ont pas de travail, ils n'engrangent pas de revenus. S'ils n'engrangent pas de revenus, ils ne font pas l'économie sera circuler impactée. l'argent pour les gens qui travaillent. Donc, au Ouais. final, tout le monde va tomber, en fait. Ouais. Et c'est ça la crainte ultime, hein. Par exemple, là, déjà, si on prend la notion de sécurité sociale, déjà, en fait, la génération actuelle qui est en train de travailler, là, ils sont en train de payer les pensions des retraités de l'ancienne époque. Et du coup, là, vu que si on prend par exemple le taux de turnover et le nombre de personnes qui travaillent par rapport au nombre de personnes qui passent à la retraite, ça veut dire qu'une personne maintenant qui travaille paye pour 3 personnes de retraités parce que l'équilibre, il est perdu maintenant. Ça veut dire que dans la prochaine génération, nous, nos enfants, ils vont devoir payer pour 5 anciennes générations parce que tout simplement, les machines vont tout faire et il y aura moins de travail. Donc, le système économique mondial tel qu'on le connaît, ça va beaucoup changer si on remplace les humains. En fait, le capitalisme, il n'a pas de sentiment. Si l'IA si l'IA est performante et productive, elle est sûre, elle va la remplacer. Elle va remplacer l'humain. Ou bien au moins l'appuyer. Mais là où ce sera intéressant, c'est qu'est-ce que les pouvoirs publics vont faire? Parce qu'ils vont perdre une partie de leurs revenus. Est-ce Ouais. qu'on ne va pas taxer l'IA au final? Est-ce qu'on ne va pas rationaliser son utilisation? Est-ce qu'on ne va Mm, pas mm. la mettre uniquement sur certains métiers et pas sur tout? C'est là où, parce que par exemple, imaginons qu'à un certain moment, on ait des ouvriers du bâtiment qui sont des robots et qui peuvent faire le travail d'une personne, de 2 personnes. Mm, 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 mm. Ces gens ne travaillent plus, donc les robots doivent payer des impôts à leur place. Ouais, Peut-être que mais quand ça, même, ce c'est serait une effrayant. voie en fait.
Ce serait une voie, Oui, mais peut-être. c'est effrayant de réfléchir à tout ça parce que, par exemple, surtout dans une économie, dans un monde où il y a deux types de connaissances, par exemple, il y a deux types de travail. Il y a le travail manuel et le travail qui est basé sur la connaissance, en fait, sur la compétence et sur l'intelligence. Maintenant, par exemple, si on prend l'Occident, on sait que le travail manuel est de plus en plus remplacé par les robots, ça, on est d'accord. Et eux, ils ont su ajuster pour en fait former les gens au travail intellectuel et à la connaissance organisationnelle qui font que maintenant, tu peux, en fait, le personne qui était menuisier, par exemple, il peut aller faire, je sais pas moi, de la sculpture artistique ou développer sa créativité ou être utile dans d'autres secteurs. Alors que nous, en Afrique, on n'a pas ce luxe, en fait. Bon, jusqu'à maintenant, dans notre culture, dans notre secteur, dans notre pays, le système informel, je pense il doit représenter un pourcentage assez énorme sur notre euh, PIB, quoi. Et du coup, on peut pas se permettre de dire que, OK, tous les gens qui font un travail manuel, allez-y à côté, maintenant vous allez être remplacé par telle ou telle personne. Ouais, C'est un peu bon. ça ma crainte. Non, c'est normal d'avoir une crainte, mais bon, moi je pense que les gens réfléchiront toujours en termes d'outils de production. Par Ouais, exemple, quel est l'impact que ça peut avoir, à quel coût aussi. Moi, je ne ouais, pense pas qu'on en est déjà à l'étape où elle va remplacer les gens. Regarde tout simplement les coûts. Combien ça coûte, en fait? D'après les informations que j'avais, si je ne me trompe pas, OpenAI ne fait pas de bénéfices. pour l'instant, oui. Pour l'instant, ils Pour ne font pas de l'instant, bénéfices. Ils construisent leurs outils, ça marche très bien, mais il n'y a pas de bénéfices. Peut-être les bénéfices viendront quand ils voudront justement remplacer cette masse de gens-là. ouais, Et ouais, même si ça intervient, ce sera à quel coût? Il faudra que ce soit moindre que le coût d'un travailleur classique. Si par exemple je prends l'Occident, la différence en termes de coût du travail est tellement énorme que même en Afrique, en fait, une IA, est-ce qu'il y aura vraiment un intérêt si c'est taxé, si c'est payé au prix réel de production? Imaginons par exemple que mon premium de 25 dollars sur ChatGPT coûte en réalité, on va dire 300, 400 dollars. Bon, ça va quand c'est en Occident. Tu as des travailleurs qui sont payés à 1500, 2000 dollars. Donc l'IA est moins chère. Mais par exemple, dans un pays comme l'Inde ou bien des pays africains, est-ce que l'IA sera moins chère qu'un producteur? Et là, on parle d'IA uniquement software. Si on arrive à des robots construits physiquement, les moteurs, le carénage, la conception, ça coûterait encore plus cher. Donc, on n'est pas encore arrivé à l'étape où on va sauter ce grand pas-là, mais quand ouais, même, ouais. je comprends les méfiances. Et pour moi, il faut vraiment que sur ce cas-là, comme sur le cas des données, comme sur le cas de l'IA, que la législation prenne le pas. Il faut que Ok, la législation vienne avant les outils. Sinon, les gens ouais, feront ce qu'ils veulent et on va se retrouver dans des situations qui seront... Par exemple, je fais mon robot. Mon robot, il est capable de marcher comme un humain, de faire tout comme un humain. S'il va tirer sur quelqu'un, par exemple, ce robot-là, qui est responsable? Est-ce qu'on va mettre le robot en prison ou le concepteur? mm, mm, mm. Donc ça, c'est des Ouais, questions à se poser. Pour moi, la législation, il faut qu'elle vienne avant. Il faut que les pouvoirs publics réfléchissent à ces questions-là avant les entrepreneurs. Parce que sinon, le profit, c'est le ouais, je suis profit. d'accord. Voilà, Ouais, les je suis gens mettront en d'accord. avant le profit toujours. Ouais. Je sais que tu donnes des cours dans certaines écoles et que tu es exposé à la réalité du terrain avec les étudiants que tu formes et aussi avec les personnes que tu travailles dans le milieu entrepreneurial. Mais pour toi, quel est en fait, est-ce que tu es optimiste par rapport à l'avenir? Et si tu parlais d'une législation, si toi, on te nommait par exemple le ministre de l'Éducation ou ministre du système d'intelligence artificielle, quelle serait la législation parfaite que tu penses que va apporter une solution à ces problématiques-là? Bon, déjà, je réfléchirai en termes économiques pour commencer. En termes économiques, au ministère du numérique, je fais simple, hein, je ne me fatigue pas. Abdoulaye Wade, en bloquant les importations de poulet, il a créé de grosses industries de poulet. Donc, par exemple, je t'ai donné le chiffre tout à l'heure, environ, je pense, c'était quoi? C'était 20 milliards? 20 milliards. Mhm. Moi, en disant que aux administrations publiques et même au privé que si vous avez un Sénégalais inscrit, il vous faut héberger les données au Sénégal, je ramène ces 20 milliards ici. Donc après, par contre, il ne faudra pas le faire juste en catastrophe. Il faudra préparer en amont le terrain pour que ces industries-là qui exportent ces 20 milliards puissent le faire en local.
Ça ne sert à rien, en fait, de juste venir avec la législation sans préparer le terrain derrière pour qu'il s'implante plus facilement, pour garder cet argent en local. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Du côté de l'IA aussi, il faudra mettre en place les briques dont j'ai parlé, donc la partie données, la partie expertise quand même, je trouve qu'on avance bien. La partie données et collecte, je pense qu'on est très en retard. La partie objectif, je n'en trouve pas des nationaux. Je trouve qu'il y a un objectif global, mais il n'y a pas des objectifs spécifiques. Et sur la partie calcul, sur le cloud, il n'y a pas vraiment d'outils. Il y a l'infrastructure, mais il n'y a pas les outils qui nous permettent d'avoir ça de façon simple. Donc, pour chaque brique, il y a plein de choses à faire. Et l'essentiel, ce sera que dans l'opérationnel, la stratégie puisse être déployée. Parce que la stratégie 2050, elle est très bonne, comme la stratégie 2019-2025 d'ailleurs. Le New Deal technologique est très bien fait. Mais sur l'opérationnel, moi, en tant qu'expert, j'ai certaines zones d'ombre. Peut-être qu'il y a un plan... il y a un plan pour ça, mais je n'ai pas accès à ces documents. Donc, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va être fait dans l'opérationnel pour certaines choses. Ouais, je vois. Mais j'espère que ça va bien se passer. Mais quand même, de manière générale, tu es optimiste par rapport à l'avenir. Oui, optimiste, hein. De toute façon, même si dans l'environnement c'est compliqué, en tant qu'acteur de l'écosystème, en fait, je sais que je ferai le maximum pour que ça se fasse comme ça. C'est pour ça que je peux être optimiste, parce que je sais que de toute façon, moi, je ferai ce que j'ai à faire dans la chose. Je ne vais pas rester spectateur. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. À part ça, est-ce qu'il y a des défis ou des limites que vous rencontrez en ce moment dans le secteur? Bon, je dirais que en ce moment, bon, ça se décante un peu, mais il y a beaucoup d'hésitation sur la tech, beaucoup d'hésitation. Et le défi pour le nouveau gouvernement, ce sera de mettre en place des politiques technologiques, mais sans flouer les acteurs du secteur qui sont là depuis longtemps. C'est simple pour un gouvernement, en fait, de tout faire en interne. Mais il faudra que pour certaines briques, elles incluent des entreprises privées. Donc, se renfermer aussi, ce ne sera pas la mauvaise idée. Se renfermer et, par exemple, digitaliser toute l'administration, ce serait une très mauvaise idée parce qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec plein de fonctionnaires et les entreprises privées voilà, vont perdre des parts de marché, ne vont pas profiter de cet argent qui circule. Je prends pour exemple l'ADIE qui est maintenant devenue une SA, donc une société anonyme, qui peut proposer ses services à l'État. Il y a aussi Synapsis SA, par exemple, de la Caisse des dépôts, qui propose aussi ses services. Donc, c'est de très bonnes initiatives, mais il faudra quand même que le privé puisse participer. Oui, le partenariat privé-public, Voilà, c'est partenariat important, c'est privé, c'est essentiel. primordial, et surtout avec les startups, parce que les grosses entreprises, même privées, n'ont pas l'opportunité ou n'ont pas disons, l'attitude pour pouvoir aborder certaines technologies facilement. C'est très lourd pour eux, c'est très fastidieux. Donc là, les petites startups doivent participer à ce genre de choses et peut-être voilà, faire un partenariat public-privé, mais avec des privés qui sont assez divers, pas juste de gros privés qui sont très lourds, mais de petites startups qui arrivent à proposer des solutions très intéressantes sur certains domaines spécifiques. Tout à l'heure, on en a parlé en off, on disait que l'administration, elle est trop procédurale, c'est trop lente. En fait, ce que tu peux faire dans le domaine privé, euh, tu peux faire le travail qui te prend une semaine dans le domaine privé, ça va te prendre 1 ou 6 mois dans le domaine public parce que tout est lent, tout est procédural. Et je pense que ça, c'est une valeur ajoutée que les startups peuvent apporter, c'est que eux, ils n'ont pas cette rigidité structurelle, tout passe vite, ils peuvent ajuster et s'ajuster très vite par rapport à la réalité et aux évolutions des choses. Et je pense que ça, c'est une valeur ajoutée que le gouvernement n'a pas forcément, quoi. Je pense que le partenariat privé-public, comme tu dis, c'est essentiel et primordial pour la réussite des choses. Et là, je ne sais pas si j'ai oublié un point ou un autre, un Bon, sujet spécifique. pour aller plus loin, en fait, même sur la partie public-privé, moi, je détaillerai les publics-privés en trois couches successives. Il y a les gouvernements qui sont, disons, très lourds à la décision, mais en même temps qui ont des problèmes opérationnels et des problèmes liés à la décision politique. Donc, ils sont lents partout et même en termes de décaissement, parfois, c'est compliqué. Il y a les gros privés, je dirais par exemple Gaïné 2000 et la Sonatel, qui, eux, savent lancer de gros projets, mais en termes d'opérationnel, sont très lents.
Parce que la prise de décision est collégiale, l'entreprise a 2000 personnes, il y a tant de personnes sur tel projet, il y a plein, voilà, il y a plein de contingences. Et il y a la troisième couche qui sont les startups qui, elles, sont très rapides, n'ont pas besoin de beaucoup de financement pour se lancer et prennent de gros risques. Parce que justement, elles sont petites. Donc, il faudra trouver en fait une convergence entre ces trois types d'acteurs-là pour pouvoir avancer le plus vite possible. Ouais, super, super. Je vais juste entrer dans la dernière partie, là, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais sur la partie personnelle, je ne sais pas si, je pense dans le podcast, la dernière partie s'est consacrée à la rétrospection et introspection, où on essaie de poser des questions personnelles pour montrer à nos spectateurs et auditeurs que oui, la personne, elle est compétente, elle est exceptionnelle, elle maîtrise son domaine, mais on a tous aussi connu des hauts et des bas et que la victoire se trouve au bout de l'effort. Donc, j'ai juste quelques questions personnelles. La première, c'est est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et qu'est-ce que tu as appris de cet échec? Bon, l'échec, on va dire que ça se côtoie tous les jours, hein. Ça se côtoie tous les jours. Moi, je considère que tant que je ne suis pas dans ma maison de vacances, sans penser au travail, sans être juste en famille, sans problème financier, tant que je ne suis pas dans cette situation-là, je suis en échec permanent. Maintenant, si on parle d'échec au sens commun du terme, je dirais que c'est mon projet étudiant en Labs. Donc, c'est un échec, mais en même temps, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Et le mindset que j'ai aujourd'hui, euh, il a beaucoup été modelé par cette chose-là. Au départ, c'est très beau comme projet, mais après, en fait, comment on fait pour que ça touche réellement le marché, c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où tu apprends beaucoup de choses dans ce parcours-là, entre-temps. Mais je dirais que c'est de bonnes expériences, parce que ne pas connaître un échec, c'est faire la bonne chose sans savoir pourquoi et sans avoir réellement le mindset de ce qu'il ne faut pas faire. On a un mindset de ce qu'il faut faire et après on peut se faire piéger facilement. Alors qu'une fois qu'on s'est raté sur certaines choses, on sait clairement ce qu'il ne faut jamais faire. Et quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, quand tu sais ce qu'il ne faut pas faire, bon, je pense que tu ne peux faire que de bonnes choses, hein, au moins, ou au moins les moins pires. Ouais, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que parfois les gens se focalisent sur la bonne chose à faire, mais le truc le plus important, c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que même si tu n'as pas de rôle de modèle de référence ou de role models, tu peux toujours en fait apprendre des erreurs des autres et de dire que ça, il ne faut pas le faire, quoi. Et c'est aussi puissant que d'avoir un mentor qui te dit il faut passer par ici, il faut passer par là. Parfois, si tu es dans une situation exceptionnelle où tu as l'impression que tout se coule autour de toi, au moins euh, essaye essaye de prêter attention à ce qui se passe autour de toi et de voir quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quoi. Surtout les grosses erreurs qui peuvent te coûter cher dans ta vie de manière générale. Donc, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu dis. Et l'autre question, c'est est-ce que tu as des personnes ou des livres qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, qui sont pour toi des mentors, que ce soit des personnes ou des trucs, des personnes vivantes ou qui sont mortes ou peu importe. Bon, j'aborderai la chose de deux façons. Déjà, côté familial, c'est mon père. Voilà, grand modèle. C'est-à-dire, en étant parent aujourd'hui, j'ai encore beaucoup plus de respect pour lui. Dans sa famille, on mange, on boit, on est soigné, on est éduqué, on n'a pas de problème. Franchement, grandir comme ça, c'est une grâce. Et voilà, on ne remerciera jamais assez pour ça. Et en étant parent, en fait, c'est encore beaucoup plus fort. Avant, je me disais, bon, il se gère, ça va, quoi. C'est pas hyper compliqué pour lui, sûrement. Là, tu comprends Mais mieux là, maintenant. maintenant, je comprends mieux. Et ensuite, si c'est côté livre, bon, je vais pas rentrer dans la technique. Je dirais que le livre que tu as en haut à droite, là, Power, Ah ouais, de Robert celui-là, Greene. en fait, il m'a choqué dans le sens, je dirais pas négatif du terme, mais il m'a un peu dégoûté. Mais en même temps, ils ont raison, en fait. Ils ont raison, Ouais, mais il j'ai a été raison. dégoûté. J'ai Surtout été pour les gens dégoûté. innocents comme nous, je pense que Voilà, c'est... avec le temps, tu te rends compte que le monde n'est pas aussi innocent que ça et qu'il y a des caïmans, il y a des Ouais, opportunistes, il y a des gens qui sont là pour te marcher dessus pour avoir leur propre intérêt. Et que l'objectif de ce livre, c'est que ça te permet de voir en fait les combines
que les gens font pour arriver au pouvoir et que parfois même toi, tu te retrouves en tant qu'un pot cassé, quoi, en tant que un dégât, en fait, qui va être fini par être recalé de côté alors que tu n'as rien fait. Et que dans le milieu professionnel, en tout cas moi, avec ce livre, ce que j'ai appris, c'est que tu n'as pas besoin de jouer ce jeu-là de perdant-gagnant ou de vainqueur et vaincu ou de pouvoir et de quelqu'un qui est opprimé et oppressé. Mais au moins, essaye de comprendre le jeu. Sache qu'il y a un Comprends les jeu qui choses, se mais passe. il faut pas être lead par ce genre de principe au point d'oublier qui tu es, au point d'oublier ta religion, Mm. ton éducation. Ouais, c'est ça. Et C'est en ça. fait, encore les principes de power, ça va, les lois, ça va. Mais moi, c'est les exemples. Ouais, les Moi, enfants, c'est des c'est vrai. exemples qui m'ont vraiment, je me suis dit, wow, ça, c'est compliqué. Ouais, Et puis, c'est des tu te choses qui rends compte sont, à quel c'est des point choses les qui sont gens sont réelles. prêts à... Comment les gens, genre, à quel point les gens sont prêts à aller faire des choses juste pour obtenir le pouvoir, Ouais, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est fou, hein. Non, C'est mais fou. je suis d'accord. Moi, c'est un livre aussi qui m'a marqué. Mais je pense que ça, c'est culturel. Parce que nous, Sénégalais, on a quand même ce respect, cette innocence-là. On voit que le bon côté des choses, mais le monde, il est cruel, mon gars. Ouais, c'est ça. Il est Ouais. cruel. Ok, et l'autre question, c'est que est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essayes actuellement de conquérir? Une peur ou une insécurité. Bon, moi, franchement, c'est la famille, je dirais, hein. Moi, tant que la famille, je m'en occupe bien, ça va. Super, super. Et dernière question, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Bon, au moins faire, chacun a sa mission, hein. Sa mission, on va dire, c'est divin, c'est pas divin, ça dépend des gens. Mais chacun a une mission, et puis chaque génération fera la mission euh, qui lui est dédiée. Nous, on a un domaine d'expertise, on a travaillé dans plein de choses. L'essentiel, en fait, c'est voilà, de laisser une bonne trace. On laisse une bonne trace parce que de toute façon, l'aventure va se finir un jour, on ne sait pas quand. Il n'y a ni à le mouillir, mais faisons les meilleures choses quoi, avant de partir. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'aborder ou quelque chose que tu aimerais partager? Non, moi, ça va, franchement. C'est Ah, un ça va, plaisir. ok. Super, alors. En tout cas, Abdoukhad, merci beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup appris. Moi, je suis vraiment fasciné par ces sujets. Et je suis pas mal d'articles et de blogs qui parlent de l'entrepreneuriat, de l'intelligence artificielle, du tech. Et je regarde aussi d'habitude des émissions comme Shark Tank ou Ah, Dragon's Den pour un petit peu me familiariser avec toutes ces notions-là. Mais malgré tout, vous êtes les experts et de t'avoir ici pour parler de ton expérience et des changements constants qui sont en train d'être opérés dans le secteur, c'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur. Et j'espère que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aussi vont apprendre de tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur au monde sur tes projets. Et aussi, tu me disais que tu es père et que tu as deux enfants, et que c'est pas facile de s'étancer, mais en tout cas, je suis content pour tout ça. Et si on peut être utile, nous, le Cercle d'Influence Podcast, sur quoi que ce soit, n'hésite pas. Même dans l'avenir, si tu as des projets ou des trucs à partager, nous, on est là pour apporter cette plateforme nécessaire. Je laisse juste si tu as un dernier mot ou des trucs à partager, à promouvoir, n'hésite pas. bon, juste, je dirais que c'est un plaisir de partager en fait tout ce qu'on a pu faire et tout ce qu'on veut faire. C'est positif quand la discussion est construite de manière positive, c'est très intéressant. Et j'espère en fait que les gens qui suivront ce podcast pourront apprendre et que ça leur apportera quelque chose en termes de plus-value. Ouais, je suis d'accord. Sans doute sur ça. Merci beaucoup en tout cas. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Via LinkedIn, il n'y a pas de souci, je réponds aux messages. Ou bien WhatsApp, je ne sais pas si ça dépendra. Non, non, ne donne pas ton numéro. T'es marié, ne donne pas ton numéro, je taquine. Ah, sinon ta femme va me tuer là, ici. Ça, c'est pour ta femme. Je suis en Ah, train de le sauver là, mais bon. ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais je mettrai le lien LinkedIn dans les show notes comme d'hab. Et n'hésitez pas à envoyer un message à Abdulkader pour partager tout ce que vous avez appris de cet épisode ou si vous avez des questions particulières aussi, n'hésitez pas.
Merci beaucoup les gars. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. Merci beaucoup Abdul Khadr. Bonne journée à tous. Peace and love. We out. Bye.